Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est toujours bizarre ces conférences à distance. J'espère qu'on sera bientôt libre et qu'on pourra vous voir en vrai. Aujourd'hui, on va parler de management à distance et on va parler de l'expérience qu'on a mise en place chez Change the Work. On s'est posé la question est-ce qu'on pouvait apprendre en regardant une série télé? Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va plus particulièrement parler de voilà, quels sont les faits, qu'est-ce qui fait qu'on apprend en ligne et quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour engager les apprenants en ligne. Alors, je vais vous parler, hop, je vais charger, ce sera mieux comme ça. Je vois pas le chat en permanence, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. Je vais faire des allers-retours vers le chat pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. Et puis sinon, de toute façon, je prendrai un peu de temps pour répondre à vos questions à la fin. Et évidemment, je vous ferai une petite démo de ce qu'on a fait pour que vous voyez ce dont je parle. Hop. Allez, c'est parti. Alors, Change the Work, on est une start-up qui existe depuis 6 ans aujourd'hui. On a une dizaine de collaborateurs et depuis le début de notre histoire, on travaille sur le futur du travail et les compétences de demain avec un gros angle pour les RH et les managers qui sont très touchés par ces sujets-là, en tout cas qui sont touchés par ces sujets-là en premier et qu'on a voulu accompagner. On a fait plein de choses depuis le début de notre histoire, un magazine en ligne, des learning expéditions, des formations physiques, un parcours, un programme de co-innovation RH avec des étudiants. Et là, depuis 2 ans, on est devenu vraiment spécialisé dans la création et la production de contenus de formation en ligne à destination des RH et des managers. La plupart de ces contenus, aujourd'hui, on les crée sur étagère pour les entreprises, pour leur plateforme de learning interne, dont évidemment MySkillCamp, avec qui on travaille évidemment en partenariat. Pour vous en dire un peu plus sur moi, sur mon parcours et du coup pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là. Moi du coup je viens du monde des ressources humaines et plus particulièrement du monde de la formation. Et au début de ma carrière, j'ai travaillé dans une entreprise française qui s'appelle Canal+. Chez Canal+, on a fait le constat que, en fait, je suis arrivée au moment où les MOOC arrivaient dans le monde de la formation. Et donc, quand on parlait de MOOC à l'époque, les premiers intervenants étaient Coursera. Donc Coursera, vous savez, qui font des cours des meilleures universités partout dans le monde, qui ont voulu juste digitaliser les cours des universités à la base. Et nous, chez Canal+, on s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour former nos collaborateurs, sachant que on venait d'un moment où on faisait beaucoup, comme beaucoup d'entreprises, on avait vraiment besoin de faire du sur-mesure, on voulait contrôler notre contenu. Et donc, on s'est demandé dans quelle mesure est-ce qu'on allait pouvoir utiliser quelque chose sur étagère, finalement, et l'adapter à notre population. On a commencé avec, à l'époque, il y avait une fête de la musique faite par les collaborateurs de Canal, et donc on a joué sur ça. Il y avait un MOOC sur l'histoire du rock sur Coursera qu'on a proposé à tous les collaborateurs de Canal+. On leur a proposé d'y participer sur l'intranet tout simplement et on leur a dit bon voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous à telle heure dans telle salle, on en parle ensemble et puis on s'inscrit ensemble directement sur la plateforme. Et finalement, on a eu une cinquantaine, peut-être une soixantaine d'inscrits qui sont venus et qui ont voulu participer à ce MOOC Histoire du rock. Et en fait, moi, mon job à l'époque, c'était vraiment d'animer cette communauté, de faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout. Je voulais voir, à l'époque, les taux de complétion étaient vraiment bas, hein, on parlait de 18% de taux de complétion. On voulait voir jusqu'où nous, notre population pouvait aller, est-ce qu'ils pouvaient finir ça, et comment il fallait les accompagner. Et donc on a fait ça, et ça a eu un gros succès. Alors, j'ai eu un gros travail moi d'animation, c'est-à-dire que j'appelais les gens, je voyais où ils en étaient, on organisait des cafés pour faire des sessions ensemble, on se suivait finalement pour être sûr que tout le monde continue ensemble. Évidemment, on a eu un taux de perdition, mais à la fin, on était encore une vingtaine sur ce MOOC. Et suite au succès de ça, on s'est dit ok, on va en lancer. On va en lancer en fait soit en inspiration sur des sujets qu'on n'a pas du tout, soit en pré-formation, soit en post-formation pour continuer sur un sujet. Et on l'a fait sur plein de sujets. Et ensuite, on s'est demandé, OK, comment est-ce qu'on fait pour relier ce sujet-là à l'entreprise et à notre business à nous, pour revenir un peu à notre sur-mesure qu'on aimait beaucoup en formation. Et on l'a super bien fait avec quelque chose, un mot qui s'appelait, qui était sur le transmédia, qui était à l'époque sur Fun, la plateforme française de learning. La plateforme de l'État. Et donc, le transmédia, évidemment, c'est un sujet qui compte chez Canal+. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé ce MOOC, on les a accompagnés tout au long du sujet. Et à la fin, en fait, on a demandé à un expert interne de venir et d'expliquer ce que c'était le transmédia chez Canal+. Et donc, ce que ça a fait 2 choses. Ça a fait que, nos apprenants ont pu voir ce sujet-là appliqué à l'entreprise. Et deuxième chose, ça a fait qu'on a pu
challenger un expert interne finalement, ce qui arrive très rarement dans les entreprises, qui s'est retrouvé face à ses apprenants qui avaient appris d'autres choses, qui avaient vu d'autres choses et qui lui ont posé des questions sur ce qu'il faisait aujourd'hui et pourquoi il ne le faisait pas autrement. Donc voilà, donc ça fait partie de mon parcours. Et puis donc évidemment après, vous voyez là où j'en suis arrivée avec Change the Work. Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je crois à fond au MOOC? Moi, ce que je trouve qui manquait à l'époque à ces MOOC, c'était le fait de les engager seuls, sans qu'il y ait besoin de quelqu'un comme moi pour animer cette communauté. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait nous aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors, le problème aujourd'hui, c'est évidemment le e-learning. Quand vous parlez de e-learning à vos collaborateurs, voilà la tête qu'ils font. C'est pas vraiment de leur faute parce que pendant des années, e-learning, c'était associé à soit de l'anglais, soit de la bureautique, avec presque du PowerPoint à cliquer ou du QCM à cliquer. Rien de très sexy, rien de très engageant, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu tous peur du e-learning et ça se comprend. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui en ligne, quand il suffit d'aller sur YouTube, l'apprentissage en ligne, ça fonctionne plus que bien. Okay, là, ce que vous voyez, c'est 2 vidéos qui sont vraiment de l'apprentissage, qui sont sur YouTube. Le premier, c'est Les crétins de cerveau, qui est une série que je vous invite à aller regarder, qui est géniale, sur les biais cognitifs. Et là, vous voyez, il a 1 400 000 vues sur cette vidéo, et ça ne cesse de continuer, évidemment. Les gens regardent en ligne et apprennent en ligne. Et la deuxième vidéo, c'est plutôt du technique, et c'est là qu'on a beaucoup vu de l'apprentissage en ligne. C'est quelqu'un qui va apprendre, là, on est sur vraiment du tournage, du cadre, c'est de la formation pour des cadreurs monteurs. Et donc là, pareil, on est à plus d'1 million de vues sur cette vidéo. Donc on apprend en ligne et on apprend tout seul en ligne. En fait, c'est ça qu'il faut se dire maintenant aujourd'hui, le débat n'est plus là. Alors comment on fait du coup pour rendre nos salariés accros à notre LMS comme ils le sont à YouTube et à Netflix? Alors évidemment, il y a le LMS en soi et toute l'expérience qu'il va y avoir dans ce LMS, mais le contenu compte aussi. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est évidemment vidéo. Stop, arrêtez de leur partager des présentations. Vous savez très bien, une présentation en conférence avec un conférencier pas super motivé, c'est difficile à voir. Alors imaginez tout seul face à son écran une présentation, personne n'a envie de la lire. Okay, on peut proposer des articles à lire pour aller plus loin sur des sujets, pour inspirer, mais une formation, ça peut pas être juste une présentation PowerPoint qu'on partage sans formateur, sans interaction. Okay. Deuxième chose, c'est concret, court et fun. C'est ce qu'on essaie de prôner aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, quand on crée des formations avec nos formateurs, on leur demande une chose, c'est que chaque vidéo doit apprendre quelque chose. Il ne doit pas y avoir de vidéo qui donne de la perspective, sur laquelle on réfléchit. Ça, c'est possible de le faire quand on est en formation physique, qu'on a 1 jour, 2 jours. Quand on est sur de la formation en ligne, on est en fait finalement sur des mécanismes comme YouTube. C'est-à-dire qu'il faut se dire que votre apprenant, il peut cliquer à tout moment et aller ailleurs. Et si votre apprenant, il peut cliquer à tout moment et aller ailleurs, ça veut dire que chacune de vos vidéos doit lui apporter quelque chose concrètement. Et c'est pour ça que c'est de cette manière-là qu'il va rester. Ok ? Et fun. Fun, ce que je voulais vous dire, c'est pas parce qu'on est dans de la formation en ligne, c'est ce que j'entends souvent chez certains de mes clients. On est sur de la formation en ligne, moi j'ai un public d'ingénieurs, j'ai un public d'experts, donc il faut que ce soit sérieux. Non, c'est pas parce qu'on est dans de la formation en ligne professionnelle que faut que ce soit sérieux, sinon on peut pas apprendre en fait. Ces gens-là, ces ingénieurs, ces experts sérieux comme vous dites, ce sont aussi les mêmes personnes qui vont regarder des films, qui vont regarder des séries. Et donc on peut utiliser ces mécanismes-là dans de la formation. Ça veut pas dire que ça diminuera l'expertise du contenu pédagogique. Je vais vous donner un exemple qui est une formation qui marche super bien chez nous, qui est sur la négociation. Et Ludovic, du coup, l'apprenant, a choisi de le faire en utilisant des extraits de films pour montrer des situations concrètes. Et vous allez voir, du coup, c'est hyper engageant parce qu'on s'imagine, on comprend directement ce dont il parle quand il parle d'une situation de formation. Allons-y. Normalement, le son devrait fonctionner, mais n'hésitez pas s'il y a un problème à me le dire. À présent, passons aux tactiques d'attaque. How much? 100,000. How much? 50,000. La numéro 1, c'est l'attaque préventive ou, autrement dit, l'offre d'ouverture. Quand vous le pouvez, il vous faut faire l'offre en premier. L'idée, c'est d'être le premier à fixer un niveau de demande, un niveau d'attente, pour partir d'une base haute qui jouera en votre faveur dans le temps. Attention, votre offre doit être une proposition qui soit entendable, mais pas acceptable. Pour comprendre la différence entre entendable et acceptable, si vous vous souvenez de l'exemple de la vérité si je mens qu'on avait pris
dans l'introduction et qu'on a visionné, l'acheteur de Eurodiscount fait une première offre qui est très haute. Négociation, on appelle ça la liste au Père Noël. Le résultat, c'est que les fournisseurs, Bruno Solo et Richard Anconina, prennent cette demande comme non acceptable et ne cherchent donc pas à négocier. Alors l'exemple peut vous paraître caricatural, mais le résultat est bien réel. Si vous faites une offre qui n'est ni entendable ni acceptable, vous risquez de faire capoter votre négociation avant même qu'elle n'ait commencé. 12. 15. I can't spend a month's budget on a single story. What if the story's not over? Deuxième tactique. Ok, donc vous avez compris, il utilise vraiment des extraits de films. Excusez-moi, ça a redémarré. Des extraits de films pour montrer, ce qui se passe et mettre en vie ces situations dont il parle finalement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, on s'amuse un peu plus, c'est un peu plus ludique, mais surtout, on retient. En fait, en voyant ces situations-là, on retient. Et ce point-là, il est hyper important parce que finalement, nous, c'est ce qu'on a utilisé derrière pour créer notre série. Je vais vous en dire plus, je vais vous expliquer pourquoi. La troisième chose importante aujourd'hui, c'est on accompagne. Ok, vous avez peut-être pas que des contenus engageants, et si vous n'avez pas que des contenus engageants, ça ne veut pas dire que vous devez jeter tout ce que vous avez dans votre contenu sur votre plateforme, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui doit être Learning Community Manager. Et Learning Community Manager, ça ne veut pas simplement dire gérer le LMS, même travailler sur l'expérience utilisateur du LMS, mais ça veut dire aller plus loin que ça. Ça veut dire parler aux apprenants, les accompagner, être finalement le coach de ces apprenants-là pour un peu remplacer le fait qu'il n'y ait pas de formation physique. Et donc la dernière chose, c'est ce que je vous ai dit, c'est là qu'on a voulu aller, nous qu'on a voulu tester, et aujourd'hui, je peux vous le dire, on a des managers qui sont en train d'utiliser la formation et avec qui ça fonctionne, donc ça fonctionne. Nous on s'est dit, ok, on va jusqu'à le copier sur Netflix, c'est-à-dire qu'on reprend des mécanismes de la série télé pour voir si ça fonctionne et ça engage et pour voir si on peut apprendre avec ça. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne. On va aller faire un tour. Donc ça, ce que je vous disais, ce sera une formation qu'on a choisie, nous, évidemment, sur la thématique du moment, qui est le management à distance. J'espère que je pourrai ne plus dire ça dans quelques mois, mais en ce moment, on est vraiment en permanence à distance, et donc on a travaillé sur ce sujet-là. Petit coulisses juste en amont, avant de vous montrer. Cette série, elle a été écrite par des vrais scénaristes, tournée par un vrai réal, c'est une vraie production, finalement, avec des vrais professionnels de la production audiovisuelle. Et en fait, chaque contenu a été écrit dans l'objectif de former, chaque épisode. Ce qui fait que le premier épisode, le scénariste, il a eu, on veut parler de déconstruire les préjugés. Il est parti chercher des vraies anecdotes du travail, des vraies situations de travail pour écrire le contenu et pour savoir, ok, voilà ce qu'on veut apprendre à la fin de cet épisode et voilà donc la manière dont on va le tourner. Allez, c'est parti. Je vais du coup changer mon onglet pour vous partager ça. Hop. Avec le contenu audio. Donc là, normalement, tout le monde va voir. Donc, on se retrouve sur MySkillCam, que vous connaissez bien, je suppose. Et donc, le premier épisode est sur déconstruire les préjugés, parce que c'est une des premières choses, finalement, à laquelle on va faire face quand on parle de télétravail. Allez, c'est parti. Bah alors, tu t'en vas déjà ? T'as pris ta demi-journée ? Toute mon équipe est partie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, je peux rentrer chez moi. Ah bah bel état d'esprit. C'est pas comme ça que tu vas gagner le trophée du meilleur manager de l'année ? Bon, tu sais que t'as aucune chance en vrai. On verra. On verra. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air déprimé, là ? Les bureaux sont fermés à partir de lundi. Comment ça, fermé ? Et donc quoi, on est tous au chômage ? Pire. En télétravail. Travailler de la maison. Du travail ? Les gens qui disent travailler en caleçon, en train de s'empiffrer sur leur canapé, oui. Ouais, travailler en caleçon, exagérons rien. Travailler sauvage, les gens, quoi. Si, mais elle a raison. J'ai vu des photos, ils travaillent presque nus, c'est affligeant. Ça ne laisse que demain pour s'organiser, hein. Et ça fait super court. Organiser quoi ? Non mais tu rigoles. Il y a plein de choses à faire dans le cadre du management en télétravail. Faut organiser la communication, les outils, les conditions de travail de ton Mais équipe. comment on est censé travailler en équipe quand on n'a pas d'équipe ? Mais personne va bosser de toute façon, hein. Vous fatiguez pas. Pourquoi tu dis ça ? Les collaborateurs, c'est des enfants. Si on n'est pas là pour les faire travailler, ils travaillent pas. Et nous, on valide pas nos primes sur objectif. Ah non mais moi ça va bosser.
Et dur même. La clé, c'est de les tenir dans une poigne de fer. L'équipe du futur manager de l'année n'a pas le temps de s'en poser, même à la maison. Manager de l'année. Tiens donc. Non, mais de toute façon, cette année, il n'y aura sûrement pas de trophée. Comment ça? L'année où toute la productivité s'effondre, c'est logique. Plus de trophées. Plus de primes. Plus de bureau. Plus de pantalons. Plus de... Attention. Voilà le directeur. Ah, les voilà, mes poulains. Hein, encore là pour tout préparer. Bravo. Ça, c'est de la motivation. Hein, je compte sur vous pour tenir les équipes. Et, comme je dis toujours, pas de répit. Hein. On fait le tour avec cette demoiselle de la com DRH. pour vous prévenir des nouvelles modalités pour le trophée du manager de l'année. Alors oui, en effet, cette période de management à distance va être un coup de chaleur sur le froid hiver du management de l'entreprise. Hein. Mais si tous les rayons de soleil sont importants pour le développement des plantes, il faut redoubler d'attention pour les protéger d'un coup de chaud. Ouais. Alors moi j'ai rien compris. Non, ou alors c'est que moi. Et bref, le trophée du meilleur manager sera décerné en prenant compte uniquement de cette période de télétravail. Alors, que le meilleur gagne. Et pas de répit. Ah. Allez, boss. Un petit coffee, on y go? Non, mais moi, je bosse pas dans ces conditions-là. Là. Qu'est-ce que... Quoi? Non, mais si j'ai pas une vraie chaise de bureau, déjà, je vais avoir super mal au dos. Hein. Nous, c'est bon, on est prêts. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon fils, il va nous aider cette semaine. Hein? Bon, après tout, il est à peine plus jeune qu'Anna et puis il serait bien, ouais. Oui, bah Anna, elle aimerait bien dormir, justement. Mais c'est mon lit, ça. Et je trouve ça vraiment abusé de me réveiller comme ça. Ah, c'est clair que c'est déplacé. Hein. Enfin, surtout sans pantalon. Si, j'ai un pantalon. Laissez-le, on va faire une pause café, ça nous sortira. Oui, bah maintenant que je suis réveillée. Pas de panique, boss. Je prends le lead. Enfin, oui, je veux venir, hein. Ah non, on va pas travailler avec quelqu'un qui a pas de pantalon. Hein. Mais ça suffit avec cette histoire de pantalon, là, hein. Je l'ai mis, mon...
Salut Maxime. Je sais pas si t'es au courant, hein, mais t'as pas de pantalon. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, Valérie. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. J'espère que ça vous a plu. Donc, voici la partie épisode. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'évidemment, après, on avait une formatrice qui va reprendre le contenu et débriefer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne et qui va utiliser, évidemment, des scènes de la série pour le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur le management à distance. Je m'appelle Lydia et je vais vous accompagner tout au long des épisodes de Visio Boulot Dodo pour vous donner les apports théoriques dont vous avez besoin pour perfectionner votre management à distance. Nous regarderons ensemble la série et reviendrons sur les épisodes pour illustrer des situations auxquelles vous serez confrontés en tant que manager à distance. Si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute fait connaissance avec Maxime et son équipe et vous avez sûrement vu la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, obligés de passer en télétravail du jour au lendemain. Et donc quoi, on est tous au chômage? Pire. En télétravail. Si tout comme Maxime, vous êtes amené à travailler et manager des équipes à distance, cette formation est faite pour vous. Nous y parlerons d'abord des premiers réflexes et de la posture à adopter quand vous commencez le travail à distance. Puis nous verrons comment organiser la vie des équipes, animer une réunion, fixer des objectifs et suivre le travail à distance, garder un équilibre entre vie pro et vie perso, maintenir le lien et enfin anticiper le mal-être de vos collaborateurs. Tout ceci en suivant cette joyeuse équipe et leurs aventures. Laissez-le, on va faire une pause café, ça nous sortira. Oui, maintenant que je suis réveillée. Fanny bosse. Je prends le lead. Mais aujourd'hui, parlons des préjugés que nous avons tous sur le travail à distance et de la manière de les déconstruire. L'épisode démarre alors que Maxime, notre héros, croise un autre manager qui ne peut pas s'empêcher de lui demander s'il a pris sa demi-journée pour lui signifier qu'il part trop tôt. Cette culture du présentéisme est très répandue en France et c'est celle qui crée les premiers freins que nombre d'entre nous ont sur le travail à distance. La pression collective fait que certains restent au bureau plus tard, simplement pour ne pas être les premiers à partir. Et notre héros, qui se sent obligé d'attendre que son équipe soit partie pour rentrer chez lui, subit lui aussi cette pression. Puis, une fois que l'annonce du télétravail arrive, nous croisons des managers qui ont partagé leurs doutes sur ce changement de situation. Pas de travail, pas de pantalon, pas de prime. Le préjugé le plus courant sur le travail à distance est celui de la baisse de la performance et la croyance selon laquelle les collaborateurs à distance passeraient plus de temps à gérer leurs loisirs et leur famille qu'à travailler. Et pourtant, une étude d'octobre 2020 de chercheurs de la Harvard Business School et de l'Université de New York contredit cette vision négative et démontre que les salariés en télétravail consacrent 48,5 minutes de plus par jour à leur profession. Ne vous en faites pas, il est tout à fait normal d'avoir peur de perdre le contrôle quand on passe du jour au lendemain, du présentiel au distanciel. Pour éviter la surchauffe, notre cerveau met en place des raccourcis de pensée qui sont spontanés et inconscients. Ça nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Ce sont des biais qui nous facilitent la vie, mais ils peuvent également parfois la compliquer. Ces raccourcis nous amènent parfois à mal interpréter les choses. Lorsqu'un changement survient, un biais de statu quo provoque une dissonance cognitive et nous empêche d'être neutres et objectifs. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça, ça marche, je vois pas pourquoi on changerait notre façon de faire ». Et cela peut parfois nous empêcher d'opter pour les meilleures façons de faire. Pendant la crise de la Covid-19, les restrictions sanitaires ont été l'opportunité d'effectuer un test grandeur nature sur le travail à distance. 8 millions de Français travaillaient à distance et 84% d'entre eux ne l'avaient jamais fait. Pourtant, après cette période, 74% des salariés souhaitaient continuer la pratique du travail à distance. 80% ont apprécié la flexibilité et la souplesse pour gérer leurs tâches et près de la moitié ont senti qu'ils avaient gagné en autonomie et en responsabilisation.
l'engagement et l'efficacité au travail ont également augmenté. Dans les faits et dans la pratique, le travail à distance est non seulement possible, mais est en mesure d'augmenter l'engagement des collaborateurs à condition d'y apporter un management adapté. Si vous faites partie des 56% des managers qui soulignent des difficultés à manager ces équipes à distance, cette formation pourra vous aider. Donc, vous l'avez compris, après la formatrice reprend le job et puis ensuite on a évidemment ce qu'on appelle un quiz comme ce qui se passe dans la plupart des formations et puis des fiches récap pour aller plus loin et en tout cas garder ces informations-là. Et donc chaque chapitre est dédié à une situation. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vais reprendre ma présentation. Si vous avez des questions, on a encore un peu de temps, donc c'est... Pardon, j'ai cliqué dessus. Donc c'est avec plaisir. Sinon, je vous laisse mes coordonnées ici et on pourra échanger pour aller plus loin. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment des entreprises qui testent ces choses-là. Et donc là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le premier pas dans ce sens-là. Et on espère faire beaucoup plus. Et on espère d'ailleurs donner des idées à d'autres entreprises qui s'y mettront, qui iront dans ce sens-là, de cette idée de se dire, on peut s'amuser en apprenant, on peut utiliser des méthodes addictives de plateformes comme YouTube et Netflix pour apprendre en formation professionnelle. C'est pas parce qu'on est en formation professionnelle qu'on doit s'interdire d'aller jusque-là. Ok. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à me contacter en tout cas si besoin. Et bonne journée et puis bonne suite de conférences à tous. À très bientôt. Merci.